Bienvenue à Détective Éternel. Ce soir, nous suivons Miss Marple dans une affaire effrayante. Le testament plié dans un recueil de cantiques, un testament caché dans un livre d'église, un secret enfoui dans le silence et une vérité que quelqu'un tuerait pour protéger. D'où écoutez-vous ce message? Partagez ci-dessous. Maintenant, allumez une bougie, installez-vous et laissez le mystère commencer. D'où m'écoutez-vous ce soir? Peut-être depuis une pièce calme, les rideaux tirés pour masquer le crépuscule. Si c'est le cas, vous comprendrez comment la paix d'une soirée ordinaire peut être brisée en un instant. La cloche de l'église paroissiale Sainte-Mildred sonnait faiblement à travers le village, un son que la plupart avaient depuis longtemps cessé de remarquer. Pourtant, en ce dimanche soir, elle portait une note différente, une sonorité aiguë qui semblait percer le calme. Derrière les murs de pierre, le bedeau découvrit quelque chose de tout à fait impie. Des cantiques ouverts sur un banc, et à l'intérieur soigneusement pliés, un morceau de papier qui aurait dû être introuvable. Il s'agissait d'un testament, en fait son encre était effacée, mais ces mots étaient suffisamment clairs pour suggérer l'héritage, le déshéritage et les querelles familiales. Le bedeau tremblant l'apporta au vicaire. Étrange endroit pour un tel document, vous ne trouvez pas? Dans un recueil de cantiques, en plus. Miss Jane Marple, assise tranquillement au fond après les vêpres, leva la tête. Ses yeux bleu pâle, apparemment vagues, ne manquèrent à rien. Elle remarqua la pâleur du vicaire. C'est le tic de la main du bedeau et le murmure de deux paroissiens qui échangèrent un regard bien trop rapide. Le papier a tendance à errer, remarqua-t-elle doucement, mais les testaments, d'après mon expérience, ne s'égarent que lorsque quelqu'un a une raison de les cacher. Plus tard, à la porte du cimetière, les ragots se multiplièrent. Madame Price Ridley serra son châle plus fort. Croyez-moi, quelqu'un a manigancé. Cela pourrait tout changer pour la famille Denning. Le vieux monsieur Denning n'est décédé que l'hiver dernier, et déjà des rumeurs circulaient. « Des murmures » demanda doucement Miss Marple. « Oh oui » dit Madame Price Ridley les yeux pétillants. « Qu'il ait légué son domaine à la jeune Clara plutôt qu'à son cousin James. Mais le cousin se promène comme s'il en était déjà propriétaire. Imaginez l'humiliation si la jeune fille avait soudain raison. De l'autre côté de la rue, Clara elle-même apparut, les joues roses et les yeux écarquillés. « Je n'avais jamais vu ce testament auparavant. » insista-t-elle auprès de qui voulait l'entendre. « Papa m'a dit que je devais faire confiance au notaire. Pourquoi le cacherait-il dans un recueil de cantiques? »« Peut-être pas, » dit doucement Miss Marple. « Peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait. » Cette nuit-là, alors que les lampadaires du village brillaient faiblement, Clara fut aperçue en train de se disputer dans le jardin avec son cousin James. Leur voix portait. « Tu crois que tu peux m'effrayer avec des histoires de papier et de preuves ?» s'exclama James. « Tu as menti sur les souhaits de papa pendant des mois !» s'écria Clara. « Mieux vaut un mensonge qu'un scandale !» rétorqua-t-il sombrement. Miss Marple, son sac à tricot au bras, passa juste à ce moment-là le portail, le pas tranquille, mais les oreilles dressées comme celles d'un chat. Le lendemain matin, la cloche de Sainte-Mildred sonna à nouveau, cette fois avec une intensité terrible. Clara Denning fut retrouvée sans vie dans son lit, le recueil de cantiques et le testament plié, ouvert sur sa table de nuit. Restez avec nous jusqu'à la fin, c'est seulement alors que la vérité sera révélée. La brume matinale s'accrochait aux pierres tombales de Sainte-Mildred, tandis que la nouvelle de la mort de Clara Denning se répandait dans le village comme un incendie dans la paille sèche. À 9 heures, des groupes de villageois se tenaient à chaque coin de rue, leurs châles serrés contre eux, la voix basse, mais les yeux brillants d'excitation. La mort était une chose terrible, mais dans un endroit comme Sainte-Marie-Mead, elle était aussi inévitablement sujette à spéculation. Miss Marple descendait tranquillement le chemin, sa petite silhouette se fondant presque dans les haies. Elle ne s'arrêta qu'une fois, pour saluer le jeune Tommy Bartlett, qui courait à perdre haleine vers l'église. « Ralentissez, mon cher, lui dit-elle gentiment. Tu y arriveras quand même, et les ragots n'attendent personne. » Lorsqu'elle atteignit le porche, l'atmosphère était chargée de conjectures. Madame Price Ridley et Hartnell étaient déjà en pleine action, leurs voix rivalisant. « On dit qu'elle est morte paisiblement dans son sommeil, » a déclaré Madame Hartnell, même si son ton suggérait qu'elle n'y croyait pas un instant. « Absurde, » répliqua Madame Price Ridley. On appela immédiatement le médecin. Il ne se serait pas dépêché un dimanche si la situation avait été ordinaire. Et vous n'avez pas entendu? Ce recueil de cantiques a été retrouvé juste à côté de son lit, trop propre, trop rangé. Croyez-moi, il y a de la malice ici. Miss Marple inclina la tête,
son regard se portant vers le vicaire, pâle et raide, debout sous le porche de l'église. Il parlait à voix basse avec l'inspecteur Graves, un homme aux épaules carrées et à la voix puissante, Graves s'éclaircissant la gorge. « Mesdames, veuillez passer votre chemin. Ce n'est pas un lieu pour bavarder. » Mais c'était précisément pour bavarder que les dames étaient venues, et elles s'attardèrent, jusqu'à ce que l'inspecteur les fixe d'un regard qui suggérait que leur présence pourrait très bientôt être indésirable. Miss Marple, cependant, ne se laisse pas congédier si facilement. Elle se rapprocha apparemment absorbée par les fleurs du porche. On ne sait jamais ce qu'on peut entendre quand on semble entièrement absorbé par les pétales. L'inspecteur dit que le docteur Haydock pense qu'elle a été empoisonnée. De la digitaline peut-être. Nous en saurons plus quand il en sera certain. La main du vicaire tremblait tandis qu'il ajustait son col. Empoisonnée? Grand Dieu! Et dans sa propre maison. Cela va ébranler la paroisse jusqu'à ses os. Ça fera plus que ça, murmura Graves. Il y a l'affaire du testament. S'il est authentique, il pourrait constituer un motif très solide. Mademoiselle Denning avait-elle des ennemis? Le vicaire hésita. Que des querelles de famille, inspecteur. Mais quelle famille en est dépourvue? James Denning estimait que le domaine lui revenait de droit. La jeune Clara, elle, n'hésitait pas à faire valoir ses droits. En effet, dit Graves d'un ton sombre. Miss Marple se redressa, époussetant une poussière invisible de sa manche. Des querelles de famille, oui. Elle en avait vu beaucoup. D'expérience, elles étaient plus dangereuses que n'importe quelle querelle entre inconnus, car qui connaît mieux les points sensibles que ses propres proches? Plus tard, à l'extérieur du cimetière, Miss Marple rencontra James Denning en personne. Ses yeux étaient injectés de sang, ses vêtements froissés. Mais son attitude était plus défensive que douloureuse. « Je suppose qu'ils vont me regarder », dit-il aussitôt avant même que Miss Marple ait parlé. « Clara et moi, nous nous sommes disputés, oui. Tout le monde le sait. Mais il ne faut pas croire que je n'y suis pour rien. » Le sac à tricot de Miss Marple pendait légèrement à son bras. « C'est toujours pénible quand les jeunes sont pris d'un coup, » dit-elle doucement. On oublie à quel point les colères peuvent parfois engendrer des ombres plus longues. James fronça les sourcils. Clara était têtue. Elle avait toujours cru que Père la favorisait. Ce testament est absurde. S'il avait été authentique, les notaires l'auraient déjà eu. Peut-être, murmura Miss Marple. Mais parfois, les papiers empruntent des chemins étranges. Un recueil de cantiques est un endroit curieux pour un testament. On se demande qui a bien voulu le retrouver. Le visage de James se crispa et il marmonna quelque chose d'inaudible avant de s'éloigner. Miss Marple le regarda partir, le regard pensif. Elle n'avait pas manqué le tic de sa mâchoire à l'évocation du recueil de cantiques. Cet après-midi-là, le village se rassembla en petits groupes, chacun répétant et affinant l'histoire. Madame Hartnell jura avoir vu Clara pâle la veille. Monsieur House affirma que James avait beaucoup bu au pub et proféré des menaces. Chaque récit prenait de l'ampleur. Comme toujours dans les histoires de village, Miss Marple, assise dans son jardin avec son tricot, laisse les mots reposer. Ce n'était pas seulement ce que les gens disaient, mais la manière dont ils le disaient. La délectation de Madame Hartnell était trop vive, la certitude de Monsieur House trop exercée. On apprenait à peser le ton autant que la déclaration elle-même. Juste au crépuscule, un messager arriva à toute vitesse dans la rue. Essoufflé, il cria à tous ceux qui pouvaient l'entendre. L'inspecteur a trouvé quelque chose au chevet de Clara, pas seulement le recueil de cantiques. Une bouteille. Un flacon de médicaments, mais l'étiquette a été arrachée. Miss Marple baissa ses aiguilles à tricoter avec un léger clic. Une étiquette déchirée, un testament caché et une fille morte dans son lit. Des motifs se formaient déjà, et quelque part, pensa-t-elle, quelqu'un dans ce village priait pour que le modèle ne le mène pas directement à lui. La découverte du flacon de médicaments fit des vagues à St. Mary Mead. Le lendemain matin, les rumeurs sur le recueil de cantiques furent presque éclipsées par les spéculations sur le poison. Chez l'épicier, Madame Price Ridley se pencha lourdement par-dessus le comptoir pour proclamer « C'était de la digitale. Vous pouvez en être sûr. Le mari de ma cousine en a un jour pris pour son cœur, et cette substance est mortelle en cas de mauvaise utilisation. » Ou plutôt des appréhensions, ajouta Madame Hartnell avec délectation, faisant presque tomber le garçon épicier dans une pile de boîtes de conserve. Croyez-moi, cette bouteille n'est pas arrivée sur la table de Clara par hasard. Miss Marple, s'arrêtant pour choisir son thé, ne s'y oppose pas. Elle se contenta de sourire gentiment et de s'enquérir du prix du sucre. C'était sa façon de faire. Les gens parlaient plus librement lorsqu'ils pensaient qu'elle n'écoutait pas,
même si, en réalité, rien ne lui manquait. Lorsqu'elle quitta la boutique, l'inspecteur Graves se tenait près du green, une cigarette à la main. Son expression exprimait une détermination farouche, même si son visage s'éclaira un peu en la voyant. « Bonjour, Miss Marple. J'imagine que vous avez entendu parler de la bouteille. »« Ce que les gens ont dit, » répondit-elle avec douceur. Mais les villageois manquent rarement d'explications. Le médecin a-t-il confirmé qu'il s'agissait de poison? Le docteur Haydock dit que c'est très probable. Il en sera certain après ses examens. Le problème, c'est que l'étiquette a disparu. Ça aurait pu être n'importe quel flacon de médicaments. Ça complique les choses. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Parfois, ce qui nous manque nous en dit plus que ce qui est présent. Les étiquettes sont très pratiques. Elles nous épargnent la peine de fournir des explications. Quand elles disparaissent, eh bien, quelqu'un s'est épargné cette peine plutôt délibérément. L'inspecteur lui lança un regard scrutateur, puis hocha la tête. Tout à fait. Pourtant, cela réduit le champ des possibles. Qui, au village, a facilement accès au poison? Un apothicaire, un médecin, peut-être des jardiniers. Nous allons nous renseigner. Comme appelé, James Denning traversa la pelouse à grands pas. Sa voix était forte, aigre et blessée. « Je vous demande d'arrêter ces insinuations, inspecteur. Chaque murmure me vise, et c'est intolérable. Clara était peut-être ma cousine, mais je n'y suis pour rien. » Graves retire calmement sa cigarette. « Personne ne vous a accusé, monsieur Denning. »« Pas encore. » James rougit. « Pas encore. Tu crois que je n'entends pas ce qui se dit? La dispute, les gens de la volonté sont trop pressés de croire au pire. » Il jeta un bref coup d'œil à Miss Marple, et son ton se durcit. Ce sont les ragots qui font le plus de dégâts, les langues vaines. Et certains ici sont plus acerbes que d'autres. Miss Marple soutint son regard avec une sérénité sereine. Les ragots, monsieur Denning, ressemblent beaucoup à de la fumée. Ils peuvent être irritants, mais ils sont rarement sans un peu de feu. James marmonna quelque chose et tourna les talons pour s'éloigner d'un pas décidé. Grave expirant lentement. Quel colérique, celui-là. Je comprends pourquoi les gens parlent. En effet, murmura Miss Marple. Mais il faut se rappeler que la colère la plus forte n'est pas toujours la plus dangereuse. Cet après-midi-là, Miss Marple rend visite à Madame Lestrange, une veuve qui habitait près de l'église, et était connue pour son regard perçant derrière ses rideaux à moitié tirés. Madame Lestrange l'accueillit avec raideur, mais se réchauffa bientôt sous le doux prétexte de partager des modèles de tricot. « Il était tard », confia la veuve à voix basse. « J'ai aperçu quelqu'un près du jardin du presbytère, une silhouette floue qui errait comme si elle n'avait pas le droit d'être là. J'ai trouvé ça bizarre, mais après cette terrible nouvelle, eh bien, ça me semble important. »« C'est vrai, dit doucement Miss Marple. Avez-vous remarqué qui c'était » Madame Lestrange secoua la tête. « Trop brune, mais grande, plus large que Clara. Ça aurait pu être James, même si je n'en jurerais pas. » Miss Marple la remercia gentiment et revint dans la pénombre. Une grande silhouette près du presbytère, une bouteille dont l'étiquette avait été retirée, et Clara morte. Fin recueil de cantiques à côté de son lit. Les liens se resserrent d'heure en heure. Alors qu'elle atteignait le portail de son chalet, elle entendit à nouveau les voix du jeune Tommy Bartlett, parlant avec urgence à son ami. « J'ai vu quelqu'un aussi, » murmura Tommy. Mais pas James, c'était une dame. Elle portait un petit objet enveloppé dans un tissu. Miss Marple s'arrêta juste derrière la haie, l'air indéchiffrable. Deux observations, deux histoires différentes. Quelqu'un mentait, et la vérité aurait une grande importance. Dans sa chaumière, elle posa son sac à tricot d'un petit coup sec. « Vous devinez qui ment ?» demanda-t-elle doucement, comme à un auditeur invisible. Car dans chaque village, il y en avait toujours un qui déformait l'histoire pour cacher sa culpabilité. Le lendemain matin se leva radieux, un matin qui semblait trop innocent pour l'ombre d'un meurtre. Pourtant, le village de St. Mary Mead était silencieux, comme si les haies elles-mêmes se penchaient pour écouter la dernière nouvelle. Au petit déjeuner, les rumeurs avaient doublé, formant des motifs à la fois fantaisistes et sinistres. Miss Marple sirotait son thé avec une précision calme, même si ses pensées étaient loin d'être sereines. Deux témoins avaient parlé d'ombre près du presbytère, l'un jurant qu'il s'agissait d'un homme, l'autre d'une femme. De telles contradictions, elle le savait, étaient rarement fortuites. On mentait souvent pour se protéger, ou parfois pour blesser autrui. Mais parfois, on mentait simplement parce que la vérité les effrayait. Elle décida d'aller se promener. Une promenade, après tout, était la plus innocente des excuses, qu'on pouvait toujours s'arrêter un instant pour dire un mot ici et là sans éveiller les soupçons. En milieu de matinée, elle se retrouve au presbytère, où des voix résonnent par la fenêtre ouverte. Elle s'arrêta près du buisson de lilas,
ajustant son gant sans se presser. À l'intérieur, le vicaire parla d'une voix tendue. « James, tu dois te calmer. » Élever la voix n'arrangeait rien. C'est mon nom qui est en jeu. La voix de James Denning était pleine de fureur. « Tu crois que j'ignore que le village m'a déjà condamné? Poison, querelle, une volonté cachée, tout cela me désigne. Parce que tu as fait tant de bruit, fais une autre voix, douce mais tranchante. » Miss Marple reconnut Madame Denning, la mère de James. On ne peut pas étouffer les soupçons. Et souviens-toi, James, on l'a vu quitter le jardin de Clara la veille de sa mort, c'était une affaire privée, rétorqua James. On s'est disputé, oui, mais les familles, ça arrive. Et Clara était déterminée à me ruiner avec ses précieux papiers. Tu ne comprends pas, mère. Si l'on en croit ce testament, tout ce pourquoi j'ai travaillé disparaît. La terre, le respect, tout a disparu. Miss Marple se pencha plus près, son sac à tricot frôlant les feuilles de lilas. Ce n'était pas de simple fanfaronnade. C'était un aveu de motivation, exprimé sur un ton désespéré. Le vicaire toussa doucement. « James, l'inspecteur Graves voudra vous parler. Soyez franc. Éluder ne fera qu'empirer les choses. » La chaise de James racla violemment le sol. « De la franchise? Dans cet endroit? Vous vous attendez à de la franchise quand chaque mot est déformé par les ragots? Non, révérend, je garderai mes propres secrets. » Un bruit de pas lourd suivit, puis une porte claqua. Miss Marple, ajustant son chapeau, recula d'un pas net tandis que James passait en trombe, le visage figé. Il lui jeta un coup d'œil, une lueur de suspicion dans le regard, puis s'éloigna vers la ruelle. À l'intérieur du presbytère, les voix baissèrent et Miss Marple se laissa aller à continuer le long du chemin du jardin, comme si rien ne l'avait dérangée. Plus tard dans la journée, au bureau de poste, la nouvelle de la dispute se répandit comme si elle était portée par l'air. Madame Hartnell se pencha par-dessus le comptoir, les yeux brillants. On dit que James a failli l'admettre. La femme du pasteur avait tout entendu. « Entendu ?» ricana Madame Price Ridley. Elle écoutait plutôt depuis la cage d'escalier. Mais là où il y a de la fumée, Miss Marple, attendant patiemment son colis, joignit les mains. « J'ai connu un cas, » dit-elle doucement, où les disputes les plus bruyantes ne servaient qu'à masquer quelque chose de bien plus discret. La vérité, voyez-vous, fait souvent moins de bruit. La femme se tourna vers elle, surprise, comme si elle avait parlé à tort et à travers. Mais l'expression de Miss Marple était douce, presque distraite, et ils interprétèrent ces paroles comme les divagations d'une vieille dame. Pourtant, dans son esprit, l'énigme s'aiguise. James avait un mobile, certes, et une colère à profusion, mais la colère pouvait être autant un masque qu'une arme. Elle repensa à la grande silhouette de Madame Lestrange dans l'obscurité, à l'affirmation de Tommy Bartlett, concernant une femme portant quelque chose enveloppé dans du tissu. Trop de pièces, trop vite présentées? Ce soir-là, elle était assise près du feu, ses aiguilles à tricoter claquant doucement lorsqu'on frappa à la porte. C'était le jeune Tommy lui-même, pâle et agité. « Mademoiselle Marple, murmura-t-il, je n'ai pas tout dit à l'inspecteur Graves. Si je le fais, ils penseront que j'invente. Mais j'ai vu le visage de cette dame. Je l'ai vu clairement. » Miss Marple posa son tricot. « Et qui était-ce, mon cher ?» Tommy déglutit difficilement. C'était Madame Denning, la mère de James. C'était elle qui tenait le paquet. Le feu crépitait doucement et les yeux de Miss Marple se figeaient. Un nouveau fil venait d'être tiré, et il menait droit au cœur de la maison Denning. Dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure, chaque coup retentissant lourdement comme un avertissement. Quelqu'un à Sainte-Marie-Mead resserrait son emprise sur un terrible secret, et Miss Marple savait que la toile se rapprochait de son centre. La révélation du jeune Tommy Bartlett pesa lourdement sur les pensées de Miss Marple ce soir-là. Elle avait appris depuis longtemps que les enfants disent souvent la vérité lorsque les adultes la déforment. Le regard d'un enfant, peu exercé à la discrétion, perçoit des choses que ses aînés préféreraient ne pas voir. Si Tommy avait vraiment aperçu Madame Denning portant un paquet caché, le tableau des événements s'assombrissait encore. Au matin, la nouvelle s'était déjà répandue. Ce n'était pas Tommy qui répétait avoir eu trop peur, mais plutôt les vagues allusions qu'il avait données, qui étaient parvenues aux oreilles de commères avides. Maintenant, des rumeurs circulaient dans le bureau de poste et se répandaient hors du salon de thé. Madame Denning avait été vue dehors, tard dans la nuit, avec un objet mystérieux dans les bras. Miss Marple entra discrètement dans le salon de thé, son tricot posé dans son sac. L'air était chargé de spéculations. Bien sûr que c'était elle, dit Madame Hartnell avec délectation. Une mère est prête à tout pour protéger son enfant. Si James avait empoisonné la fillette,
Qui mieux que sa mère pouvait faire disparaître les preuves? Mais peut-être était-ce elle qui avait la bouteille depuis le début, rétorqua Madame Price Ridley. Ce ne serait pas la première fois qu'une matrone jugeait que la jeune génération était gênante. Imaginez, toutes ces terres, tout cet argent. James pourrait en bénéficier, certes, mais sa position serait également assurée, sa maisonnée à l'abri du déshonneur. Miss Marple remuait son thé, les yeux baissés. Elle avait appris que les spéculations révélaient souvent plus de choses qu'elle ne le pensait. Chaque théorie en disait autant sur l'esprit de celui qui l'énonçait que sur l'affaire. À cet instant, la porte s'ouvrit et Madame Denning entra. Le silence se fit brusquement dans le salon de thé. Elle affichait sa fière allure habituelle, son manteau noir boutonné avec soin, ses gants impeccables. Pourtant, son regard trahissait la fatigue, l'ombre et l'inquiétude. « J'espère, dit-elle d'un ton glacial, que vous avez tous mieux à faire que de bavarder du chagrin privé de ma famille. » Madame Hartnell se hérissa, mais ne dit rien. Le silence était pesant, rompu seulement par le regard de Mademoiselle Marple, qui leva les yeux avec un sourire bienveillant. « Nous faisions simplement remarquer, ma chère, combien ces temps doivent être difficiles pour toi. Le fardeau d'une mère n'est jamais allégé par les ragots. » L'expression de Madame Denning s'adoucit juste assez pour masquer l'éclair d'inquiétude dans ses yeux. « Tout à fait. Malgré tout, je remercie le village de garder sa langue dans sa poche. Mon fils a déjà assez de problèmes sans qu'on répande des mensonges. » Elle sortit aussi vite qu'elle était entrée, la sonnette de la porte résonnant violemment dans son sillage. Miss Marple posa sa tasse. « Intéressant, » murmura-t-elle presque pour elle-même. Pas un mot de tristesse pour la pauvre Clara, juste de l'inquiétude pour James. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves rend visite à Miss Marple à son cottage. Il semblait las, les sourcils froncés. « Vous avez sans doute entendu parler de Madame Denning. » Le garçon dit l'avoir vue. « Je ne peux pas l'ignorer. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Les enfants disent souvent la vérité, inspecteur, mais ils se trompent parfois. Un paquet peut être bien plus que ça. C'est vrai. Pourtant, je vais devoir l'interroger, et James reste le suspect le plus probable. Trop de disputes, trop de colère. » Graves marque une pause, observant le visage calme de Miss Marple. « Tu ne sembles pas convaincue, » répondit-elle doucement. « Mon expérience, l'explication la plus évidente est rarement la bonne, surtout en matière familiale. Il faut non seulement se demander qui en profite, mais aussi qui craint que la vérité ne soit révélée. » Graves se frotta le menton. « Et vous, que pensez-vous de Madame Denning? C'est une femme qui protège sa famille avec acharnement, » a déclaré Miss Marple. « Cela peut conduire à la protection ou au silence. Les deux sont dangereux à leur manière. » Leur conversation fut interrompue par un bruit de pas précipité. C'était encore Madame Lestrange, les joues rouges d'impatience. « Inspecteur, je dois vous dire que j'ai vu Madame Denning près de la maison, » de Clara la nuit de sa mort. Pas seulement près du presbytère, mais juste devant le portail. Elle reste là quelques minutes, regardant de tous côtés avant de s'enfuir en courant. Les yeux de Graves se plissèrent. « En es-tu certain ?» Aussi certaine que j'étais assise ici, elle répondit fermement. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent en plein cliquetis. Madame Lestrange avait été impatiente auparavant, mais maintenant son enthousiasme était encore plus vif. Trop vif, pensa Miss Marple. Ceux qui insistaient trop cachaient souvent quelque chose. Tandis que l'inspecteur notait les paroles de la veuve, Miss Marple observait silencieusement le tremblement de la main de Madame Lestrange, la façon nerveuse dont elle tordait son mouchoir. Il y avait des mensonges dans ce fouillis. Elle en était certaine, mais à qui? Elle n'avait pas encore décidé. Ce soir-là, alors que le soleil baissait, la cloche de l'église sonna une fois de plus. Non pas pour la mort cette fois, mais pour les prières du soir. Pourtant, son son semblait toujours menaçant, comme si les pierres mêmes de Sainte Mildred annonçaient des secrets à venir. Et dans le calme de sa chaumière, Miss Marple se murmura « Trop de témoins, trop de contradictions. Quelqu'un s'efforce de détourner les soupçons de la véritable main. » Mais les fils, une fois tirés, finissent toujours par se défaire. Ses yeux pâles et vigilants brillaient à la lueur du feu. Quelque part à St. Mary Mead, le coupable était de plus en plus désespéré, et elle savait que le désespoir menait souvent à un acte plus dangereux. Le village fut réveillé par une nouvelle perturbation qui accentua le malaise qui régnait à St. Mary Mead. À l'aube, la nouvelle se répandit rapidement qu'un incident s'était produit chez les Denning, pendant la nuit. En milieu de matinée, chaque porte bourdonnait de spéculations. Miss Marple, coiffant son chapeau, sortit sous prétexte d'aller chercher du pain à la boulangerie. Elle savait pertinemment que le chemin le plus court vers la vérité dans un village passait par le dédale des ragots.
Devant la boutique, elle trouva Madame Price Ridley au bord de l'explosion. C'était Madame Denning elle-même, cette fois. Elle fut retrouvée à moitié inconsciente à son bureau. Le docteur Haydock fut immédiatement appelé. On dit qu'elle avait pris du poison, peut-être, ou qu'elle en avait eu l'intention. C'était prévu. La voix de Miss Marple était douce, mais son esprit s'est aussitôt affiné. Voulez-vous dire qu'elle a tenté de se suicider? Madame Price Ridley baissa la voix, mais ne put résister à l'émotion. C'est ce qu'il murmurait. Une bouteille sur le bureau, un verre à côté. Mais le médecin dit qu'elle vivra. Et ça ne vous interroge pas, Miss Marple? D'abord Clara, maintenant sa tante, toutes deux liées à ce testament. Miss Marple se contenta d'incliner la tête, mais elle remarqua que le goût du scandale de Madame Price Ridley était tempéré par une véritable peur dans son regard. Peur non pas de Madame Denning, mais de l'ombre qui semblait désormais planer sur eux tous. Plus tard, l'inspecteur Graves confirma l'essentiel. Il paraissait hagard, comme si l'affaire l'avait déjà épuisé. Elle prétendait qu'il s'agissait d'un dosage erroné de son somnifère, mais la quantité était bien trop importante pour être accidentelle. S'il s'agissait d'un suicide, elle avait échoué. S'il s'agissait d'un meurtre, quelqu'un avait échoué là aussi. Miss Marple tapota légèrement son sac à tricot. Il arrive souvent, inspecteur, qu'une tentative en entraîne une autre. Si Madame Denning voulait se taire, c'est qu'elle en savait trop. Mais si quelqu'un d'autre voulait la faire taire, grave, termina sombrement. Puis le meurtrier est toujours actif, et assez audacieux pour réessayer. L'inspecteur partit précipitamment, mais Miss Marple resta à la grille de la maison des Denning, les yeux plissés d'un air pensif. Elle se souvient du murmure effrayé de Tommy à Madame Denning, tenant un paquet, et de l'insistance de Madame Lestrange à dire qu'elle avait vu la femme à la grille de Clara. Trop de fils s'entrelacent autour de cette maison, et maintenant quelqu'un les tirait avec une intention violente. À l'intérieur de la maison, James Denning arpentait le couloir, la voix haute. « C'est de la persécution, voilà ce que c'est. D'abord Clara, maintenant ma mère. Tu veux que je croie que ce ne sont que des coïncidences. » Sa mère, pâle mais droite malgré les ordres du médecin, parla sèchement. « Suffit, James. Ton humeur ne nous a déjà pas rendu service. Tu me crois aveugle ?» s'exclama-t-il. « Tout le monde nous croit coupables. Tous les yeux du village sont braqués sur nous. Si quelque chose se reproduit, ils nous enchaînent avant même d'avoir entendu une seule parole de défense. » Depuis l'escalier, la femme du pasteur, venue témoigner sa sympathie, observait la scène mal à l'aise. Il serait peut-être sage, monsieur Denning, de baisser la voix. Les querelles ne pèsent pas les soupçons. James se retourna vers elle. Des disputes, de tricot. Il n'y en a plus, madame. Que des accusations, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que le nom de ma famille sera traîné dans la boue. Miss Marple, silencieuse sur le seuil, laissa sa voix s'insinuer doucement dans la salle tendue. Ne traîne pas les noms dans la boue sans raison, monsieur Denning. Mais la boue a tendance à s'accrocher plus longtemps que la vérité elle-même. Ils se tournèrent tous vers elle, surpris par sa présence soudaine. Les yeux de Madame Denning vacillèrent, et dans ce vacillement, Miss Marple perçut une lueur de peur, non pour elle-même, mais pour ce qui pourrait encore éclater au grand jour. Ce soir-là, alors que Miss Marple rentrait à son cottage, elle observa le schéma qui se dessinait. Clara morte empoisonnée. Madame Denning, presque réduite au silence par le même empoisonnement. Et au milieu de tout cela, le testament se résumait à un recueil de cantiques, traçant des lignes d'héritage trop nettes pour être réconfortantes. La cloche de l'église sonna de nouveau, basse et sombre, et dans le crépuscule tombant, une silhouette s'avança rapidement près du mur du presbytère. Miss Marple s'arrêta dans le chemin, le souffle coupé. La silhouette se glissa dans l'ombre avant qu'elle puisse apercevoir son visage, mais son pas précipité trahissait l'inquiétude. Elle reprit sa marche, les aiguilles à tricoter cliquetant doucement dans son sac. Quelqu'un commençait à désespérer, et le désespoir avait une dangereuse façon de forcer la main. Avant qu'elle n'atteigne son portail, un cri retentit dans le verre glacial, brisant le silence du soir. Les villageois se précipitèrent vers leur porte, et Miss Marple accéléra le pas, le cœur stable malgré son pas vif. Encore une tentative, pensa-t-elle, ou peut-être le meurtrier avait-il finalement dépassé les bornes. Quoi qu'il en soit, le jeu s'était accéléré, et dans ces moments-là, c'étaient toujours les petits détails, le tremblement d'une voix, le glissement d'une main qui en révélait bien plus que la force brute. Le cri avait brisé le silence comme du verre se brisant sur la pierre. En quelques minutes, la moitié du village s'était répandue sur la pelouse, châles serrés, bottes enfilées à la hâte, lampes dressées dans l'obscurité. Miss Marple arriva d'un pas mesuré,
le regard perçant sous le bord de son chapeau. Elle trouva la source du tumulte près du vieux chêne au centre de la pelouse. C'était Madame Lestrange, tremblante si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le châle sur ses épaules. « Venez de derrière moi, balbutia-t-elle. Suis rentré chez moi et j'ai entendu des pas. Puis quelque chose est passé près de moi, et j'ai crié. L'inspecteur Graves, appelé rapidement du presbytère, observa la foule avec irritation. « Avez-vous vu qui c'était » Madame Lestrange secoua la tête, la voix fluette. Une ombre, rien que ça, mais grande, très grande, comme James Denning. À ce nom, la foule frissonna, et tous les regards se tournèrent instinctivement vers la maison des Denning. Graves soupira lourdement. « On va se renseigner. » Miss Marple, debout juste à la lisière de la lumière de la lanterne, observait Madame Lestrange avec une intensité silencieuse. La détresse de la femme était bien réelle, mais ses mots étaient trop rapides, trop spontanés. La peur pouvait être sincère, mais une peur répétée était une toute autre affaire. L'inspecteur ordonne la fouille des haies. Le jeune Tommy Bartlett et son ami, désireux de se rendre utiles, scrutèrent les haies à la lanterne. Au bout de quelques instants, Tommy s'écria « Tenez, monsieur, on a laissé tomber quelque chose. » Il brandit un morceau de tissu, déchiré au bord, légèrement parfumé à un produit piquant. Graves le prit aussitôt. Ça sentait le médicament. Ou une teinture. Miss Marple se pencha plus près à voix basse. Un mouchoir peut-être, autrefois imbibé de poison. Mais pourquoi le laisser là? À moins que la main qui le tenait ne devienne intelligente. Graves fronça les sourcils. Où il voulait qu'on le retrouve. La foule se dispersa à contre-cœur, toujours en proie à des spéculations. Madame Hartnell déclara que c'était la preuve qu'un meurtrier était en liberté parmi eux. Madame Price Ridley murmura que James Denning serait sûrement arrêté d'ici demain matin. Et pendant tout ce temps, Madame Lestrange continua de trembler, s'accrochant à la femme du vicaire pour se réconforter. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise près du feu, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Elle rejouait la scène dans sa tête, le cri, le tissu, l'empressement avec lequel Madame Lestrange avait nommé James, trop empressé de loin. Ceux qui semaient la suspicion aussi ouvertement cherchaient souvent à dissimuler quelque chose de bien plus délicat. Le lendemain matin apporte de nouveaux rebondissements. L'inspecteur Graves, l'air épuisé, s'arrêta au cottage de Miss Marple. Il déposa le morceau de tissu sur sa table. Il était effectivement imbibé de digitaline. Celui qui le portait était soit imprudent, soit audacieux. Et Madame Lestrange jure à nouveau que la silhouette qu'elle a aperçue était James. Miss Marple examina le tissu avec un léger sourire. La digitale est très dangereuse, entre des mains inexpérimentées, inspecteur. Mais une fausse certitude est encore plus dangereuse. Ne laissez pas l'empressement vous aveugler face à des vérités plus discrètes. Graves était assis lourdement. « Vous voulez dire que Madame Lestrange ment ?»« Je veux simplement dire, dit Miss Marple, que les mensonges sont comme des mailles de tricot. Une maille tombe, et tout le motif commence à se défaire. Mais il faut regarder de très près pour voir où elle a glissé. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. C'était encore le jeune Tommy, essoufflé et pâle. « Mademoiselle Marple, inspecteur, vous devriez venir vite. J'ai trouvé autre chose. Près du mur du presbytère, cette fois. Une autre bouteille. » Le garçon le lui tendit, encore humide de rosée. L'étiquette avait été soigneusement grattée, laissant le verre nu. Miss Marple le prit avec délicatesse, l'air calme malgré la course effrénée de son esprit. Une autre bouteille. Une autre vérité déchirée. Quelqu'un dispersait les indices comme des miettes, espérant que la piste mènerait dans la mauvaise direction. Elle tourna son regard vers l'inspecteur. « Voyez-vous, mon cher Graves, qui que ce soit, il est désespéré. Et le désespoir, comme je l'ai souvent observé, est le plus dangereux compagnon qu'un criminel puisse avoir. » L'inspecteur déglutit difficilement. « On peut donc s'attendre à une nouvelle tentative. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois, deux fois, avant qu'elle ne les repousse d'un coup sec. « Oui, inspecteur. Et si nous ne découvrons pas la vérité rapidement, le prochain cri que nous entendrons pourrait bien ne pas être une fausse alerte. » La découverte de la deuxième bouteille déstabilisa le village plus que le cri lui-même. Un cri pouvait être pris pour de la nervosité, une ombre pour une menace. Mais une bouteille arrachée de son étiquette, trouvée dans l'herbe humide près du mur du presbytère, était une preuve que personne ne pouvait ignorer. L'inspecteur Graves le transporta à travers le village avec une détermination farouche. La foule le suivait comme un mouton suit un berger. « Rentrez chez vous », ordonna-t-il, mais peu obéirent. La suspicion les tenait plus fort que la curiosité. Tous les regards se portèrent d'un voisin à l'autre, se demandant silencieusement si c'était vous.
Miss Marple s'éloigna légèrement, son sac à tricot se balançant légèrement sur son bras. Rien ne lui manquait. La façon dont Madame Lestrange s'attardait trop près de l'inspecteur, comme si elle voulait désespérément entendre ses moindres paroles. La raideur dans la démarche de James. Denning traversant le pré, le regard coupable échangé entre la femme du pasteur et Madame Hartnell. Des secrets superposés, comme une dentelle trop fine pour être démêlée d'un seul coup. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves apporta la bouteille au cottage de Miss Marple. Il la posa sur la table, à côté de sa tasse de thé. Même odeur que précédemment. La digitale. Quelqu'un en avait une, et il la répand comme des miettes de pain. Miss Marple regarda pensivement la vitre. Des miettes de pain, oui. Mais on laisse les miettes de pain pour mener les affamés à la mauvaise porte. Ne trouvez-vous pas, inspecteur, que notre coupable est trop obligeant? Flacon de poison, étiquette déchirée, morceaux de tissu, tout cela retrouvé avec une facilité déconcertante. Graves fronça les sourcils. « Tu crois qu'il fabrique des preuves délibérément ?» Je crois que Miss Marple répondit doucement que quelqu'un dans ce village savait comment fonctionnent les ragots. Un murmure parmi, un indice par là, et bientôt le soupçon pointe là où on le souhaite. Le tout est de voir à qui profite le plus ce signalement. Graves se frotta la tempe. Le souvenir de James revient sans cesse. Les disputes, l'héritage, le comportement étrange de sa mère. Maintenant, Madame Lestrange jure l'avoir revue. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent tandis qu'elle reprenait son tricot. Et pourtant, inspecteur, quelqu'un s'est-il vraiment demandé pourquoi Madame Lestrange est toujours si bien placée? À la grille de Clara sur la pelouse, près du mur du presbytère. Certaines personnes surveillent trop, et dans leur empressement à se rendre utile, elles se trahissent. Leur conversation fut interrompue par un coup sec frappé à la porte. C'était Madame Denning, pâle mais provocante, le regard brûlant de détermination. « Je suis venue pour parler franchement, » déclara-t-elle. « Les rumeurs du village nous tuent, plus sûrement que le poison. James est innocent. Il s'est disputé avec Clara, certes, mais il ne lui ferait jamais de mal. Je connais mon fils. » Miss Marple la regarda avec bienveillance. « La certitude d'une mère est une force, ma chère, mais certitude ne rime pas toujours avec vérité. On vous a vu, vous savez, portant un paquet la nuit où Clara est morte. » Les lèvres de Madame Denning se lancent. « Je portais des papiers de famille que j'avais pris sur le bureau de James pour qu'il ne les brûle pas dans un accès de colère. C'était privé, et je ne voulais pas que quiconque les voie. » Graves se pencha en avant. « Des papiers? Quel genre ?» Madame Denning hésita. « Des lettres. Certaines de Clara, d'autres de mon mari. Elles n'avaient aucun rapport avec le testament, je vous l'assure. Que des affaires personnelles. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Les affaires personnelles étaient souvent les plus accablantes. Pourtant, elle se contenta de dire « Les secrets ont le don d'empoisonner un foyer, Madame Denning, parfois plus fatalement que n'importe quelle drogue. » Après son départ, l'inspecteur Graves murmura « La croyez-vous ?» Miss Marple a posé son tricot. Je crois qu'elle nous a dit une partie de la vérité. La question est de savoir quelle partie elle a choisi de laisser de côté. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Miss Marple assiste aux vêpres à Sainte Mildred. Le recueil de cantiques, déposé au chevet de Clara, avait été remis à la sacristie, mais sa présence planait comme une ombre sur les bancs. Tandis que les villageois chantaient, le regard de Miss Marple se porta vers le dernier rang, où Madame Lestrange était assise seule, les lèvres remuant sans qu'aucun son ne s'en échappe. Son regard, vif et agité, se tournait plus souvent vers le banc de Denning que vers son propre livre de prière. À la fin de la cérémonie, Miss Marple s'attarda près de la porte de l'église. Elle vit Madame Lestrange glisser un petit objet dans son sac à main avant qu'elle se précipite dehors dans le crépuscule. Un mouchoir blanc et légèrement taché. Le cœur de Miss Marple s'accéléra, même si son expression demeurait douce. Une nouvelle miette sur le chemin, une qui pourrait bien mener au cœur de la vérité. Et tandis que la cloche de l'église sonnait l'heure, elle murmura « Le filet se resserre. Mais il pourrait encore se refermer sur le mauvais poisson si je ne garde pas l'œil ouvert. » Le lendemain, l'air de St. Mary Mead était lourde de suspicion, comme si chaque chemin pavé portait des murmures dans ses fissures. Les villageois baissent, la voix en se croisant, mais leurs regards se perdaient, avides de saisir la moindre lueur de scandale. Miss Marple, se déplaçant sereinement, son sac à tricot au bras, semblait l'image même de l'innocuité. Pourtant, derrière son regard calme, elle était occupée à tendre de petits pièges à la conversation.
Sa première visite fut chez Madame Hartnell, qui n'avait jamais besoin de plus qu'une salutation polie pour se lancer dans une histoire. Au cours d'une tasse de thé, Miss Marple lui fit gentiment remarquer « Curieux, n'est-ce pas, comme des bouteilles apparaissent sans cesse aux endroits les plus inconfortables ?» Presque comme si quelqu'un les avait dispersées. Madame Hartnell se pencha en avant avec empressement. « Eh bien, il est évident que c'est James Denning qui a pu faire une chose pareille. Il est imprudent. Il l'a toujours été. Le mois dernier, il a menacé le boucher à cause d'une facture. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Oui, les tempéraments peuvent être très révélateurs. Mais parfois, ma chère, ceux qui crient le plus fort servent d'écran à ceux qui murmurent plus bas. J'ai observé un jour un stratagème lorsque deux jeunes servantes se disputaient une broche manquante. La coupable s'arrangea pour se disputer le plus bruyamment, si bien que tous les regards se tournèrent envers elle, tandis que l'autre s'enfuit avec le prix. Madame Hartnell cligna des yeux, son enthousiasme refroidi par l'analogie. « Vous voulez dire que James n'est peut-être pas coupable du tout ?» Miss Marple se contenta de sourire. « Ah, je ne dirais pas ça. Mais je me demande pourquoi certaines bouteilles sont si faciles à trouver. » Plus tard, elle rencontra James Denning en personne devant la forge. Son visage était tiré, ses vêtements en désordre, mais ses yeux brillaient d'une lassitude provocatrice. « J'imagine que vous êtes venu me dire que le village m'a déjà pendu dans son tribunal des ragots. »« Mon cher garçon, » dit Miss Marple, « les villages sont rarement sans corde. Pourtant, je ne peux m'empêcher de remarquer la rapidité avec laquelle tout le monde fait des nœuds pour toi. » James fronça les sourcils. À cause des disputes, à cause du testament de Clara, il détestait tout ce qu'elle s'oppose à moi. Miss Marple pencha la tête. « Et toi, tu détestais ça aussi ?» Sa mâchoire se serra. « Je détestais cette injustice, certes, mais je ne lui ai jamais souhaité de mal. Je le jure. » Sa voix se brisa et il se détourna vivement. Si seulement on me croyait. Miss Marple observa ses épaules, tandis qu'il s'éloignait. La colère et le désespoir cohabitaient souvent, songeait-elle, mais aucun des deux n'était la preuve d'un meurtre. Ce soir-là, elle s'arrêta au presbytère. La femme du pasteur l'accueillit avec une nervosité qui lui fit renverser la théière. « Quelle époque terrible !» dit-elle. « Chaque recoin du village semble plongé dans l'ombre. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Les ombres sont très révélatrices, ma chère. Elles s'allongent davantage lorsque la lumière est derrière nous. » La femme du vicaire hésita. « Vous voulez dire ?» Mais Miss Marple avait déjà porté son attention sur les rideaux de dentelle. Il paraît que Madame Lestrange a été très vigilante ces derniers temps, toujours au bon endroit pour remarquer quelque chose, toujours prête à témoigner. C'est très utile, vous ne trouvez pas? La femme hocha la tête, hésitante. Serviable, certes, mais je me demande parfois si elle n'apprécie pas un peu trop cette attention. Miss Marple sourit faiblement, convaincue de son bien-fondé. Elle partit peu après, son sac à tricot sous le bras, son esprit triant chaque fil en silence. Alors, que le crépuscule s'épaississait, elle passa devant la maison de Madame Lestrange. La veuve se tenait sur le seuil, le regard nerveux errant de droite à gauche. Elle tenait à la main le même mouchoir blanc que Miss Marple avait remarqué à l'église. Voyant Miss Marple approcher, elle le fourra rapidement dans sa poche. « Bonsoir, Madame Lestrange, » dit aimablement Mademoiselle Marple. « Tant de troubles terribles ces derniers temps. On pourrait presque croire que quelqu'un a voulu placer le village en état d'alerte perpétuelle. » La veuve força un sourire. « Vous avez une telle imagination, Miss Marple. »« Et moi ?» murmura Miss Marple. « Parfois, je trouve que ceux qui imaginent trop ne font que se souvenir de ce qu'ils savent déjà. » Le visage de la veuve pâlit et elle s'excusa brusquement, se retirant à l'intérieur. Miss Marple continuait. Son chemin, l'air toujours aussi doux, même si ses pensées étaient rapides et vives. Chaque mot, chaque geste était une couture dans le tissu de la vérité. Et elle savait maintenant que ce tissu commençait à se déchirer. Dans son chalet, elle posa son tricot d'un air délibéré. Quelque part à St. Mary Mead, quelqu'un observait les observateurs, plantant des indices comme des graines dans un sol peu profond. Mais les graines, semées à la hâte, laissaient souvent leurs racines à nu, et Miss Marple avait bien l'intention de creuser juste assez profondément pour les découvrir. Le dimanche venu, St. Mary Mead ressemblait à un village assiégé. Les rideaux tremblaient à chaque pas, et personne ne semblait disposé à s'attarder dans les ruelles après le crépuscule. Même les cloches de l'église, d'ordinaire réconfortantes, sonnaient plus comme un avertissement que comme une bénédiction. Miss Marple, assise sagement dans son salon, ses aiguilles à tricoter en pleine action,
songea que la peur se propageait plus vite que la vérité. Elle savait que la peur avait le don d'obscurcir le jugement et de pousser à des actes irréfléchis. C'est pourquoi, lorsque l'inspecteur Graves vint lui rendre visite, le visage pâle de fatigue, elle ne fut nullement surprise. « Il y a eu un autre incident », dit-il en s'affalant lourdement dans son fauteuil. « Quelqu'un a tenté de s'introduire dans la sacristie la nuit dernière. La porte a été forcée, des papiers ont été dérangés. Rien ne semble avoir disparu, mais les lieux ont été fouillés. » Le regard de Miss Marple s'éclaira. « La sacristie, dites-vous, là où le recueil de cantiques a été découvert. » « Exactement. Soit il cherchait autre chose, soit il voulait insinuer que le testament était bel et bien là. » Graves se frotta le front. « Je ne sais pas quoi en penser. » Miss Marple fait claquer doucement ses aiguilles. « Il se peut, inspecteur, que notre coupable craigne que le recueil de cantiques contienne encore un indice. Ou peut-être souhaitait-il effacer sa trace, ignorant que les traces deviennent souvent plus claires une fois trafiquées. Cet après-midi-là, les ragots du village étaient rares devant le bureau de poste. Madame Hartnell insistait sur le fait qu'il s'agissait encore de James Denning. Qui d'autre aurait l'audace de s'immiscer dans l'église elle-même? Madame Price Ridley, quant à elle, suggérait que Madame Lestrange s'était trop bien comportée dans son rôle d'informateur du village, toujours à l'affût, toujours au bon endroit. « Ce n'est pas naturel, renifla-t-elle. » Miss Marple écoutait, le visage doux, mais ses pensées étaient d'une netteté remarquable. Les ragots étaient utiles, mais il fallait les démêler comme des fils emmêlés. Ce qui comptait, ce n'était pas seulement ce qui était dit, mais pourquoi et par qui. Plus tard, elle passa devant la maison des Denning. James était dans le jardin, arpentant furieusement la rue, le visage ravagé. « Ils ne s'arrêteront jamais, mère !» s'écria-t-il d'une voix porteuse. « Même si je suis innocent, ils me verront pendu. » Madame Denning se tenait près de la porte, la main agrippée au chambranle. « Tu dois te contrôler, James. Te mettre en colère ne fait qu'augmenter leurs soupçons. » Le pas silencieux de Miss Marple s'arrêta près de la haie. Les épaules de James s'affaissèrent soudain, sa colère passée. « Clara n'avait aucun droit sur cette terre, » murmura-t-il presque pour lui-même. « Mais je ne l'ai pas tuée. Je le jure. » Madame Denning jeta un regard nerveux autour d'elle, comme si elle craignait que les murs ne l'entendent. « Alors priez le ciel pour qu'il vous croie. » Ce soir-là, Miss Marple reprit place au fond de l'église Sainte-Mildred. L'assemblée était moins nombreuse que d'habitude. Beaucoup trop inquiète pour y assister, mais l'atmosphère était tendue. Madame Lestrange était là, comme toujours, le regard perdu dans les bancs plutôt que sur son livre de prière. Lorsque le pasteur annonça le cantique, elle tâtonna les mains tremblantes et son livre lui glissa des mains. Miss Marple remarqua avec une légère lueur de satisfaction un bout de papier plié relatant brièvement de ces pages avant que Madame Lestrange ne le ramasse et ne le range avec une rapidité surprenante. Trop vite, trop sur la défensive. Après la cérémonie, Miss Marple s'attarda près de l'if du cimetière. Elle vit Madame Lestrange sortir seule, serrant son sac. Tandis qu'elle passait sous la lumière de la lanterne, Miss Marple la salua gentiment. « Quel lourd fardeau à porter, ma chère. J'espère que tu ne te fatigues pas. » Madame Lestrange sursauta, manquant de laisser tomber son sac. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Miss Marple. N'est-ce pas ?» La voix de Miss Marple était douce, presque bienveillante. Parfois, on amasse tellement de bribes de preuves qu'on oublie lesquelles sont les siennes et lesquelles n'étaient pas censées être trouvées. La veuve pâlit, puis s'éloigna en courant sans un mot de plus. Miss Marple resta immobile, ses yeux bleu pâle calmes. La tempête se préparait, pensa-t-elle, et elle éclatera bientôt. Mais les tempêtes, bien que destructrices, révélaient souvent ce qui se cachait sous elles. Alors que la cloche de l'église sonnait l'heure, elle murmura « Le temps viendra où les fils dévoileront leurs motifs. Et quand ce sera le cas, je crains que quelqu'un ne découvre qu'ils ont cousu leur propre nœud coulant. » La tempête que Miss Marple avait discrètement prédite éclata plus tôt que quiconque à St. Mary Mead ne l'aurait cru. Le lendemain soir, la place du village résonna d'un nouveau cri. Non pas un cri de peur, mais un appel désespéré à l'aide. Le bruit provenait du chemin à côté du presbytère. Les villageois se précipitèrent hors de leurs portes, leurs lampes oscillant violemment dans l'obscurité, pour découvrir Madame Lestrange affalée contre le muret de pierre. Son visage était pâle, ses mains se serrèrent la gorge, tandis qu'une tasse de thé à moitié vide roulait sur les pavés à côté d'elle. « Du poison !» hurla quelqu'un. « C'est encore arrivé. » L'inspecteur Graves s'agenouilla aussitôt, examina la tasse et renifla le bord. « De la digitale, j'en suis sûr. Maïs dilué. Pas assez pour tuer, Dieu merci.
Miss Marple, arrivant de son pas habituel et sans hâte, se pencha vers la veuve. Son regard, bien que compatissant, était scrutateur. Étrange, n'est-ce pas, que le malheur la trouve si souvent au bon endroit? Et maintenant, dans sa propre coupe? Madame Lestrange haleta. Quelqu'un a dû me le glisser. J'ai été prise pour cible parce que j'ai dit la vérité. Mais le regard de Miss Marple ne vacillait jamais. Ou peut-être, ma chère, parce que vous avez trop parlé. La foule murmura, la suspicion s'envolant comme une fumée. Madame Hartnell déclara que Madame Lestrange était clairement la prochaine victime du meurtrier. Madame Price Ridley, quant à elle, renifla et marmonna qu'on ne pouvait exclure une quelconque mise en scène. La veuve fut emmenée au presbytère pour y être soignée, et l'inspecteur ordonna que sa tasse de thé soit gardée sous bonne garde. Quelqu'un voulait l'effrayer, voire l'achever, dit Graves. Cela prouve qu'elle en sait plus qu'elle ne le devrait. Les yeux pâles de Miss Marple scintillent faiblement, ou peut-être est-ce la preuve qu'elle souhaite nous le faire croire. J'ai connu un jour le cas d'une dame qui simulait la maladie de manière si convaincante que toute sa famille soupçonnait un ennemi invisible, alors qu'elle avait elle-même versé la potion pour les faire danser à son rythme. Graves fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'elle a empoisonné son propre thé ?» Miss Marple reprit son tricot pendant qu'il parlait. « Ce n'est qu'une possibilité. Mais les gens font des choses étranges lorsqu'ils veulent échapper aux soupçons. Et certains apprécient le pouvoir que leur confère la peur. » Le lendemain matin, James Denning se présenta à la porte de Miss Marple, débraillé et désespéré. « Devez me croire, imploration. Pense que Madame Lestrange a été empoisonnée à cause de moi. Je serai fini. Elle m'a accusé à chaque occasion. » Miss Marple le regarda calmement. « Oui, elle l'a fait, avec beaucoup d'empressement. Mais l'empressement n'est pas synonyme de précision. Dis-moi, James, où étais-tu hier soir? »« J'étais à la maison, insista-t-il. »« Avec maman. »« Elle vous dira la même chose. » Interrogée plus tard, Madame Denning confirma ses dires. Pourtant, ses mains tremblaient en versant le thé et elle évita le regard de Miss Marple. Pendant ce temps, les rumeurs emplissaient l'air de théories extravagantes. Certains jurent que la veuve avait découvert le véritable coupable et avait été réduite au silence pour cela. D'autres murmuraient qu'elle était elle-même l'araignée au centre de la toile, tissant son propre statut de victime avec autant d'habileté qu'un piège. Miss Marple écoutait, tricotant sereinement sur son porche, le regard pensif. Elle remarqua comment Madame Lestrange, une fois rétablie, se délectait de l'attention racontant sa quasi-évasion avec des détails dramatiques à qui voulait l'entendre. Elle prit soin de rappeler à tous que James Denning était passé devant sa maison moins d'1 heure avant l'attaque. Trop pratique, pensa Miss Marple. Beaucoup trop pratique. Ce soir-là, elle traversa lentement le cimetière, où le recueil de cantiques avait été découvert. Elle s'arrêta sous le porche, caressant du doigt le vieux bois de la porte de la sacristie. Une serrure forcée, un testament déposé, des bouteilles tombées, une coupe empoisonnée, autant de signes sur lesquels il était trop facile de tomber. Elle murmura doucement. « Les choses sont trop faciles, elles le sont généralement. » La main qui répand les miettes de pain espère souvent que personne ne remarquera que la piste mène à sa propre porte. Et tandis que la cloche de l'église sonnait à cette heure tardive, elle savait que le prochain rassemblement devait bientôt avoir lieu, car la vérité approchait, et le masque du coupable ne tiendrait plus très longtemps. Le village s'est calmé après l'empoisonnement supposé de Madame Lestrange, mais la peur ne s'estompa pas. Au contraire, elle s'épaissit, enveloppant St. Mary Mead comme un brouillard qu'aucune brise ne pouvait dissiper. Chaque craquement de plancher, chaque ombre dans une ruelle était désormais interprétée comme sinistre. Miss Marple, dans son cottage silencieux, faisait tourner ses aiguilles à tricoter avec une précision sereine. Pourtant, derrière sa douceur, ses pensées s'agitaient. Des motifs se dessinaient, et elle sentait la toile se resserrer. Il lui fallait maintenant tester ceux qui y étaient repris. Elle commença par de brèves conversations. Un mot avec Madame Hartnell devant l'épicerie, une remarque aimable à Madame Price Ridley sur le chemin de l'église. Chacune offrait de nouveaux ragots, parfois exagérés, parfois contradictoires. Mais Miss Marple savait que les contradictions en disent souvent plus que les confirmations. « Étrange, n'est-ce pas, dit-elle à Madame Hartnell, que Madame Lestrange semble toujours au centre des événements, toujours prête à raconter son histoire, et maintenant elle est aux prises avec le poison. » Madame Hartnell renifla. « Eh bien, certaines personnes aiment se faire remarquer, et elle s'est toujours crue plus intelligente que la plupart. » Pendant ce temps, l'inspecteur Graves poursuivait son enquête, même si sa confiance semblait érodée par la multitude d'indices qui ne menaient qu'à la suspicion, jamais à la certitude. Lorsqu'il rendit visite à Miss Marple, sa frustration était évidente.
Ce n'est que poudre aux yeux, se plaignit-il. Un instant, James a l'air coupable. L'instant d'après, c'est sa mère. Puis Madame Lestrange s'évanouit, le poison dans son thé. Mais chaque indice m'échappe avant que je puisse le saisir. Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. C'est parce que, inspecteur, vous vous accrochez à la fumée. Le feu brûle dans un tout autre coin. Ne regardez pas à qui semble coupable, mais à qui profite le plus le soupçon. C'est une chose d'empoisonner. C'en est une autre d'empoisonner l'esprit. Graves fronça les sourcils mais acquiesça lentement. Vous pensez que les preuves sont déposées délibérément? Pas simplement plantées, dit doucement Miss Marple. Cultivées. Quelqu'un a soigné avec beaucoup de soin le sol de la rumeur. Plus tard dans la journée, elle fait une promenade tranquille devant la maison des Denning. James était de nouveau dans le jardin, mais cette fois ses mouvements étaient apathiques, sa colère s'étant muée en lassitude. Madame Denning l'observait depuis le porche, le visage ridé par l'inquiétude. Mademoiselle Marple s'arrêta devant le portail. « Tu ne dois pas désespérer, James, » dit-elle gentiment. « La vérité a le don de trouver son chemin, même si elle erre d'abord à travers de nombreux fourrés. » James eut un rire amer. La vérité? Dans ce village, la vérité est ce que Madame Lestrange dit. Elle les a tous montés contre moi. Madame Denning jeta un regard perçant à cela, mais Miss Marple perçut une lueur de soulagement dans ses yeux. Ce n'était pas le soulagement de l'innocence, mais celui de quelqu'un heureux que la faute ait été rejetée ailleurs. Ce soir-là, Miss Marple retourne à l'église. Elle demanda un mot au pasteur et suggéra, à sa manière calme, qu'un rassemblement serait peut-être de mise. Mieux vaut, murmura-t-elle, laisser les fils se montrer en groupe. Les gens se comportent tellement différemment quand tous les regards sont braqués sur eux. Le vicaire, bien qu'habitant, accepta. Si vous pensez que cela peut aider mademoiselle Marple, alors nous les réunirons. Le lendemain, lorsque l'avis fut donné que toutes les personnes concernées par le testament de Clara Denning se réuniraient au presbytère, un émoi parcourut le village comme le vent dans les hautes herbes. Certains arrivèrent avec impatience, d'autres à contre-cœur, mais tous comprirent qu'un événement décisif approchait. On vit Madame Lestrange ajuster son chapeau dans son miroir, les yeux brillants d'impatience. James murmura amèrement que ce ne serait rien de plus qu'une nouvelle épreuve de commérage. Madame Denning resta silencieuse dans son salon, les mains jointes sur ses genoux, et Miss Marple, les aiguilles à tricoter cliquetant à un rythme mesuré, pensa tranquillement. Le temps est venu. Les mensonges ont été trop subtils. Encore un coup, et le schéma s'effondrera. Alors que la cloche de l'église sonnait le soir, elle plia son tricot, le glissa dans son sac et se prépara pour la réunion. Le filet silencieux qu'elle avait tissé était prêt à être refermé. Le salon du presbytère n'avait jamais été aussi bondé, le feu crépitait dans la cheminée, mais peu de gens sentaient sa chaleur. Un silence d'attente flottait dans l'air, seulement troublé par le mouvement des chaises et une toux nerveuse occasionnelle. L'inspecteur Graves se tenait près de la cheminée, les bras croisés, tandis que le vicaire et sa femme s'attardaient anxieusement sur les bords. James Denning était assis, raide près de la fenêtre, la mâchoire serrée, les mains sur les genoux. À côté de lui, Madame Denning gardait les yeux baissés, serrant et relâchant ses doigts sur la poignée de son sac à main. Face à eux, Madame Lestrange gardait une posture posée, son regard parcourant la pièce avec enthousiasme, comme si elle percevait déjà son importance dans le drame qui se déroulait. Miss Marple, petite et modeste, était assise au centre du cercle. Elle semblait absorbée par son tricot, mais chaque mot, chaque expression était gravée dans sa mémoire. Lorsqu'elle parlait, sa voix était douce, mais elle ne portait pas d'effort. « C'est curieux, commença-t-elle, comment des papiers, des bouteilles et des murmures nous ont conduits jusqu'ici. Le testament de Clara Denning, glissé dans un recueil de cantiques, fut la première pierre jetée dans l'étang. Dès cet instant, les remous commencèrent, et à mesure qu'ils se propagent, on peut remarquer la fréquence à laquelle certaines figures apparaissent aux confins de la perturbation. Tous les regards se tournèrent vers elle, inquiets. Madame Hartnell et Price Ridley, autorisés à s'asseoir au fond malgré leur absence d'implication directe, se penchèrent en avant, avides de chaque mot. Miss Marple continua, ses aiguilles cliquetant. Clara était empoisonnée, et la bouteille à côté d'elle ne portait aucune étiquette. Une autre bouteille fut découverte près du mur du presbytère, un autre indice sur une piste découverte trop opportunément. Puis vint le tissu au léger parfum de digital, et enfin la tentative d'empoisonnement de Madame Lestrange elle-même. Que de signes, éparpillés comme des miettes de pain.
L'inspecteur Graves hocha la tête d'un air sombre. « Planté, vous voulez dire ?» Délibérément, les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Planté, oui. La question est de savoir par qui. » James, bien sûr, semblait le suspect évident. Ses querelles avec Clara, son caractère, son héritage sont en jeu. Et pourtant, trop pointé vers lui. Trop fort. Le soupçon est comme une cloche sonnée encore et encore. Son insistance en devient presque lassante. Une personne sage pourrait se demander qui continue à tirer la corde. James rougit et jeta un coup d'œil à sa mère, mais ne dit rien. Le regard de Miss Marple se posa sur Madame Denning. Et puis, bien sûr, il y a le dévouement maternel, une force dangereuse quand on cherche à protéger son enfant. On vous a vu, ma chère, portant un paquet la nuit où Clara est morte. Vous avez expliqué cela par des papiers. Pourtant, les papiers peuvent être aussi bien compromettants que protecteurs. Madame Denning se raidit, ses lèvres se pincèrent, mais elle resta silencieuse. Et enfin, dit doucement Miss Marple, « Voici Madame Lestrange, si vigilante, si prompte à repérer un détail, un cri. Elle a, je crois, apprécié son rôle de témoin principal. » Madame Lestrange rougit, puis se ressaisit rapidement. « J'ai seulement essayé d'aider Miss Marple. Si j'ai été observatrice, c'est parce que je tiens à la vérité, en effet, » murmura Miss Marple. « Et pourtant, la vérité a tendance à se dissimuler derrière l'empressement. Car on peut se demander comment il se fait que vous soyez toujours présent lorsqu'un indice apparaît, à la porte de Clara, sur la pelouse, au mur du presbytère. Même votre propre empoisonnement était spectaculaire, certes, mais curieusement inefficace. Pas assez pour tuer, juste assez pour exciter. » Un murmure s'éleva dans la pièce, étouffé mais pressant. Madame Hartnell allait bruyamment, tandis que Madame Price Ridley murmure qu'elle s'en était toujours doutée. L'inspecteur Graves leva la main pour demander le silence. « Accusez-vous Madame Lestrange, Miss Marple ?» Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent. « Accusé ? Oh non, inspecteur. Je suggère simplement que nous observions de plus près celui qui cherche toujours à détourner notre regard. Un tour bien connu dans les jeux de société et la vie de village. » Le visage de Madame Lestrange était devenu pâle. Sa main tremblait tandis qu'elle ajustait son châle, mais ses lèvres esquissaient un sourire. « Vous ne pouvez sûrement pas vouloir dire Miss Marple, » l'interrompit doucement. « Je veux simplement dire que le filet se resserre. Les mensonges sont comme des mailles qui tombent trop souvent, et tout le motif se défait. Bientôt, nous verrons quelle tapisserie a été la plus soigneusement brodée de mensonges. » La salle était tendue, l'air lourd d'impatience. Et tandis que la cloche de l'église sonnait l'heure, chaque silhouette restait figée, consciente que l'heure de vérité approchait. L'orage qui se préparait n'avait pas encore éclaté, mais la foudre allait frapper. La salle du presbytère était silencieuse, l'atmosphère chargée d'inquiétude. Les villageois venus assister à la réunion se penchaient en avant sur leurs chaises, le visage pâle d'attente. Même le feu dans la cheminée semblait brûler moins fort, son crépitement atténué, comme s'ils écoutaient. L'inspecteur Graves changea de position près du manteau, la mâchoire serrée. « On a assez tourné en rond, Miss Marple. Si vous voyez une tendance, je vous suggère de parler franchement. » Miss Marple replia soigneusement son tricot dans son sac, les yeux fixés sur le cercle devant elle. Il est souvent préférable de réserver un discours franc au moment où aucun autre discours ne convient. Mais le moment est peut-être venu. Elle regarda d'abord James Denning assis, raide, près de la fenêtre. James s'est disputé, certes, il est colérique et ne se soucie pas de ses paroles. Mais la colère ne mène pas toujours au meurtre. Elle peut même constituer un excellent rideau derrière lequel d'autres peuvent te cacher. James prit une inspiration brusque, comme à la fois soulagé et troublé. Sa mère lui serrait le bras, les lèvres pincées, le regard nerveux. Le regard de Miss Marple se tourna ensuite vers Madame Denning. « Vous, ma chère, avez cherché à protéger votre fils. C'est naturel. Et pourtant, la protection peut ressembler à de la dissimulation. On vous a vu avec des papiers, certes, mais pas de poison. Votre peur était réelle, mais pas celle de la culpabilité. » Les épaules de Madame Denning s'affaissèrent, ses yeux brillent. Finalement, Miss Marple tourna ses yeux bleu pâle vers Madame Lestrange. « Et puis, il y a vous, si observatrice, si présente à chaque instant clé. On pourrait presque croire que la Providence vous a désignée gardienne de la vérité. Pourtant, je crains que la vérité n'ait été votre objectif que de contrôler. » Un murmure parcourt la pièce. Madame Lestrange se raidit, le visage blêmi. « Je ne comprends pas. » « Au contraire, dit doucement Miss Marple, vous comprenez très bien. C'est vous qui avez placé le testament dans le recueil de cantiques, sachant que cela raviverait de vieilles querelles. Vous avez dispersé bouteilles et morceaux de tissu, chacun pointant du doigt James,
chacun alimentant les soupçons. Et lorsque les soupçons ont commencé à s'apaiser, vous avez mis en scène votre propre empoisonnement pour les raviver. Pas pour vous tuer, bien sûr, juste assez pour ajouter au drame. Madame Lestrange se leva les mains tremblantes. « Comment osez-vous? J'ai été victime de tout cela. » La voix de Miss Marple reste douce. « Les victimes arrangent rarement leur propre scène, ma chère. Mais vous avez glissé, comme le font tous les menteurs malins. Vous avez emporté ce mouchoir légèrement taché à l'église, et lorsqu'il est tombé de votre recueil de cantiques, je vous ai vu le reprendre trop vite. C'était votre erreur. Vous gardiez trop de preuves de vos propres méfaits à portée de main. » L'inspecteur Graves s'avança. « Est-ce vrai, Madame Lestrange? Avez-vous empoisonné Clara Denning ?» Le regard de la veuve parcourut la pièce d'un air égaré. Son sang-froid s'effondra. « Elle ne le méritait pas !» s'écria-t-elle soudain. Clara aurait tout gâché. Le testament lui aurait légué la terre, l'argent, tandis que je ne partais qu'avec les dettes que mon défunt mari m'avait imposées. Il fallait que je m'assure une place dans ce village. Il le fallait. Des halètements emplirent la pièce. Madame Hartnell serrait le bras de Madame Price Ridley. James le fixait stupéfait, tandis que sa mère se couvrait le visage d'une main tremblante. La voix de Miss Marple était calme mais ferme. « Le meurtre ne garantit jamais une place, Madame Lestrange. Il ne fait que creuser une tombe où le respect aurait pu grandir. » Graves la saisit par le bras alors qu'elle tentait de se précipiter vers la porte. « Ça suffit, » aboyait. « Tu répondras de ça en temps voulu. » Les villageois restèrent figés, osant à peine respirer. Miss Marple releva son tricot, l'air serein. Et ainsi, dit-elle doucement, le dernier fil révéla son motif. Une tapisserie de mensonges démêlée par sa propre main insouciante. Dehors, la cloche de l'église se mit à sonner, lente et solennelle. Chaque coup résonnait dans le presbytère, scellant la fin de la partie. Pourtant, dans les yeux de Miss Marple, il n'y avait aucun triomphe, seulement la tristesse silencieuse de celle qui a trop souvent vu comment la cupidité et l'orgueil peuvent empoisonner plus fatalement que n'importe quelle bouteille. La confession de Madame Lestrange se répandit à Sainte-Marie-Mead à la vitesse d'une traînée de poudre. Le lendemain matin, tout le village semblait connaître chaque mot qu'elle avait prononcé dans le salon du presbytère, et chaque récit était émaillé de détails nouveaux. Certains jurent qu'elle s'était jetée à genoux en larmes, d'autres prétendaient qu'elle avait déliré de fureur. En réalité, elle avait été emmenée de force par l'inspecteur Graves, sa dignité en lambeaux, tandis que les autres demeuraient assis dans un silence stupéfait. Maintenant, à la lumière du jour, les ragots allèrent bon train. Madame Hartnell déclare à qui voulait l'entendre qu'elle avait toujours soupçonné la veuve. Madame Price Ridley, pour ne pas être en reste, affirmait avoir remarqué son étrange comportement depuis longtemps. Même l'épicier, en nettoyant son comptoir, laissait entendre qu'il n'avait jamais vraiment fait confiance à sa clientèle. Le village, si récemment uni par la peur, était désormais uni par une certitude rétrospective. Miss Marple écoutait tout cela avec sa sérénité habituelle. Assise près du portail de son jardin, elle tricotait tranquillement tandis que les villageois passaient et faisaient leurs remarques. Elle hocha poliment la tête, même si ses pensées s'attardaient non pas sur le scandale, mais sur la tragédie silencieuse qui le sous-tendait. Clara Denning, jeune et pleine d'espoir, réduite au silence par l'envie, une mère presque ruinée par la suspicion, un fils poussé au désespoir par les mensonges. Et au centre de tout cela, une femme dont la soif de sécurité s'était muée en désespoir. L'inspecteur Graves vint plus tard dans l'après-midi, les épaules lourdes, mais l'air plus serein qu'il ne l'avait été depuis des jours. Vous aviez raison, Miss Marple, chaque parcelle de preuve était de son fait. Elle avoua avoir placé le testament dans le recueil de cantiques, avoir dispersé les bouteilles, et même s'être elle-même empoisonnée à tort. Elle pensait pouvoir contrôler le village, en contrôlant les ragots. Miss Marple sourit faiblement. « Oui, inspecteur, mais on ne peut pas contrôler les ragots éternellement. C'est comme l'eau qui file entre les doigts et trouve son cours. Finalement, elle devint trop confiante. Elle gardait ses jetons trop près, et quand l'un d'eux tombait, le schéma se révélait. Graves secoua la tête. « Je ne sais pas comment tu as vu ça. » Alors que nous autres, on ne le voyait pas. « Oh, c'est vraiment très simple, » dit doucement Miss Marple. « On en apprend beaucoup sur la nature humaine dans un village. Les gens ne changent pas beaucoup, inspecteur. Seuls les détails de leurs méfaits changent. » À la tombée de la nuit, la maison des Denning était plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. James arpentait les allées du jardin, toujours aussi lourd mais sans le voile de la suspicion. Sa mère, pâle mais soulagée, remercia Miss Marple, les larmes aux yeux. « Vous nous avez sauvés, Miss Marple, dit-elle doucement. » Miss Marple secoua la tête.
Pas sauvée, ma chère. La vérité était toujours là, attendant. Il suffisait qu'elle soit vue clairement. Ce soir-là, la cloche de l'église sonna pour la prière du soir, son son solennel résonnant sur les toits. Les villageois vaquent à leurs occupations avec plus de prudence, comme s'ils se méfiaient des ragots qu'ils avaient autrefois si volontiers accueillis. L'ombre du crime planait encore, et bien que Madame Lestrange ait été emmenée, sa présence semblait hanter les ruelles qu'elle avait autrefois arpentées avec tant d'ardeur. Dans son cottage tranquille, Miss Marple posa son tricot et regarda le feu. Les flammes bondissaient et se tordaient, des motifs apparaissant et disparaissant aussi vite que les rumeurs qui avaient de failli condamner un innocent. « Les gens oublieront bien assez tôt, » murmura-t-elle, mais oublier n'est pas apprendre. L'orgueil et le désespoir sont un mélange dangereux, plus mortel que n'importe quelle bouteille de digitaline. Son regard s'adoucit, mais sa voix était légèrement piquante. Et quelque part, dans un autre village, une autre âme apprendra la même leçon trop tard. L'horloge de sa cheminée sonna l'heure. Dehors, le village semblait retrouver son calme inquiétant. Pourtant, pour ceux qui avaient vécu l'ombre de la mort de Clara Denning, le souvenir persiste longtemps après que les rumeurs se soient éteintes. Et Miss Marple, toujours douce, toujours vigilante, restait assise seule avec ses pensées, sachant que la nature humaine, malgré toutes ses fragilités, fournira toujours une autre énigme.